Simon Bladen et sa fille Camilla n'imaginaient pas, il y a 20 ans, qu'ils seraient un jour viticulteurs. Simon était surtout connu pour avoir lancé, dans les années 80, une agence de vacances à la neige. Mais lorsqu'il a acheté cette propriété et ses quelques hectares de terrain, il a décidé d'y planter du raisin. Ces 3 parcelles comptent actuellement 15 000 pieds de vigne. Cette terre est faite pour la vigne. C'est de la craie recouverte de sable vert. Elle est très semblable à ce qu'on trouve dans la Côte des Blancs en Champagne. Donc nous nous sommes dit qu'on allait planter des vignes. Au début, c'était un hobby. 15 ans plus tard, nous avons des vignes merveilleuses et tout va bien. Il fait chaud en ce mois de mai. Simon compte bien en profiter pour continuer à développer son domaine. Il fait construire un entrepôt qui pourra bientôt accueillir 250 000 bouteilles et il va planter de nouveaux pieds de vigne. Nous avons la place ici pour 2000 pieds de pinot noir. Oui, ils arrivent demain. Demain, c'est parfait. Nous sommes un peu à court de pinot noir. Du coup, nos proportions de pinot noir, de chardonnay et de meunier seront parfaites. Ces 3 cépages constituent la formule magique du champagne. Les Bladen n'ont évidemment pas le droit d'utiliser cette appellation. Reste qu'au niveau du goût et de l'aspect, leur vin est sinon un jumeau, du moins un cousin germain du champagne. Un cousin qui profite à son tour de sa place au soleil. Heureusement, nous n'avons pas eu de gel comme l'année dernière. Et nous sommes le 16 mai. C'était la même époque. Il n'y a plus de risque, je pense. À une cinquantaine de kilomètres de là, dans le Surrey, le domaine de Denbigh baigne lui aussi dans des températures qui auraient étonné nos grands-parents. Ici, on cultive les mêmes raisins, mais à plus grande échelle. Les 100 hectares de vignes ont été plantés en 1986. Elles produisent aujourd'hui 500 000 bouteilles par an. Alston Esbeth conseille l'entreprise. Il est viticlimatologue, autrement dit, il est spécialisé dans les effets du climat sur la vigne. En Angleterre, la saison de culture commence en avril et se termine autour d'octobre, au moment des vendanges. Sur les dernières 60 années, nous avons observé une hausse de la température moyenne de 1 degré dans le sud-est et la zone centrale du sud de l'Angleterre. Ce qui veut dire que cette région est dans la même enveloppe climatique que ne l'était la Champagne, il y a à peu près 60 ans. Ces changements climatiques ont permis l'implantation de ces nouveaux vignobles. En fait, le vin anglais ne date pas d'hier, les Romains en faisaient déjà. Ce qu'il y a de nouveau, c'est que maintenant, il est souvent bon et même très bon. Le vin pétillant de Denbigh a remporté plusieurs médailles internationales. Les Anglais s'habituent peu à peu à jouer dans la cave des grands. Vous achetez souvent du vin anglais? Non, pas d'habitude. Mais là, je m'apprête à rendre visite à quelqu'un en France. J'ai pensé que ça pourrait être gentil de lui apporter du vin anglais. Une douce revanche pour les Anglais, qui apprécient depuis longtemps et en connaisseurs le bon vin. Ce club situé à 2 pas du Palais Royal de St. James réunit plusieurs milliers d'amateurs et encore plus d'excellentes bouteilles venues de tous les vignobles du monde. Ses membres sont exigeants. Ronan Sabon dirige une équipe de 16 sommeliers. Il se fie à ses papilles sans patriotisme. Ronan débouche pour nous un vin pétillant anglais pour le comparer, objectivement, à un bon champagne. Le bouquet est un peu plus mûr, un peu plus riche que le champagne. Il tend vers la pomme rouge plutôt que la pomme verte. Ce vin vient de Cornouailles, de l'estuaire de la rivière Camel. Oui, l'arôme est un peu plus large, un peu plus mûr. Il penche un peu plus du côté de la pomme rouge. Cela est sans doute dû au fait qu'il y a plus de pinot noir que le vin français. Mais en ce qui concerne la qualité, ils sont tous les deux très hauts dans l'échelle. Mais je pense que le champagne aura toujours un petit avantage à cause de la magie du nom.
Mais vous savez, en ce qui concerne la qualité, depuis une quinzaine d'années, les vins pétillants anglais arrivent à un niveau de qualité équivalent. Non loin de là, dans un restaurant chic de Londres, le champagne, le vrai, coule à flot. Pierre-Emmanuel Tétinger, petit-fils du fondateur de la maison du même nom, est venu dévoiler la cuvée 2007 de son prestigieux blanc de blanc comte de Champagne. Il pose avec son associé anglais, Patrick McGrath, car Tétinger vient de planter des vignes de ce côté-ci de la Manche, dans le Kent. La maison produira bientôt aussi du vin pétillant anglais. Faut-il y voir un pari sur l'avenir, au cas où le changement climatique menacerait un jour le vignoble champenois? Le réchauffement climatique ne rentre que pour 10 ou 15% dans les raisons de notre implantation dans le Kent. Le réchauffement climatique, malheureusement, profite aussi aux champenois parce que nous avons beaucoup moins de gelée, nous avons donc une régularité de récolte beaucoup plus importante et non, ça ne changera strictement rien aux aspects techniques de la Champagne, aux caractéristiques techniques de la Champagne. D'accord. Mais n'y a-t-il pas un risque que le vin anglais, le sien ou un autre, batte un jour son champagne dans les compétitions? Je déteste la notion de compétition pour les vins. C'est une idée totalement stupide. La compétition, c'est bien pour le football, c'est bien pour le basket, mais s'il y a deux domaines dans lesquels la compétition est ridicule, c'est la gastronomie et le vin. Le vin, c'est un métier d'artiste, c'est un métier d'artisan, c'est un métier convivial. Nous signons nos vins de notre propre nom, comme on signerait une peinture ou une partition musicale. Et notre prétention ne va pas au-delà. Entendu, on se le tiendra pour dit. Cheers! À 700 km de là, dans l'Argyll, sur la côte ouest de l'Écosse, il fait nettement moins chaud. Les sommets sont couverts de brume, il pleut encore régulièrement. Ayla et Duncan viennent d'emménager dans ce coin idyllique pour y planter du thé. Tous les deux ont grandi à la ferme. Leurs parents ont été quelque peu étonnés par ce choix, surtout le père d'Ayla. Il a été très surpris, je crois. Il a une longue expérience de l'agriculture sous nos climats, mais il n'a jamais pensé à cultiver du thé. Tout le monde est surpris quand on leur dit qu'on va faire pousser du thé. C'est une récolte très inhabituelle, très nouvelle en Écosse. Les gens pensent en général qu'il faut un climat chaud pour faire pousser du thé. Nous avons été aussi surpris que les autres d'apprendre que l'Écosse convenait très bien à la culture du thé. C'est une fausse idée assez répandue de penser que le thé a besoin de beaucoup de chaleur pour pousser. Les meilleurs jardins de thé au monde se trouvent à haute altitude et sont souvent entourés de brumes et de nuages. Lorsqu'on cherche à produire du thé fin, cet air frais et humide est absolument parfait. Les camélias, autrement dit les théiers, adorent l'eau. Tam O'Brien est un passionné. Il a étudié le thé en Chine et en Inde. Il a créé la Wee Tea Company, littéralement la toute petite compagnie de thé, pour développer et distribuer la production en Écosse. Il aide le couple à démarrer son exploitation. Ayla et Duncan espèrent qu'elle sera rentable d'ici 5 ans. Un pari qui n'est pas insensé, surtout que le changement climatique pose des problèmes dans certaines régions productrices du globe, par exemple en Assam, en Inde. Les températures y deviennent trop chaudes. On pourrait dire, si on peut faire pousser du thé en Écosse, cela crée un marché potentiel. Mon opinion personnelle, c'est que dans des régions comme l'Assam, le déplacement de la culture va suivre celui de l'enveloppe climatique. D'autres producteurs en Chine, notamment, vont se développer, car le changement climatique va créer des conditions plus favorables à la production du thé dans d'autres régions. Et par rapport à ces régions, ce que nous pourrons faire en Écosse sera minuscule, tant au niveau de la qualité que de la quantité. Je crois qu'en 2050, le whisky restera notre principal produit d'exportation, et pas le thé. Mais Ayla, Duncan et Tam y croient. Ils parient sur la qualité de leur thé, quitte à se contenter d'une toute petite part du marché. D'ailleurs, le thé écossais a déjà acquis ses lettres de noblesse. On a servi cette oolong des Highlands au dernier mariage princier, celui de Harry et de Meghan.